Alors, bonjour à toutes et à tous. Schönen guten Tag an alle Teilnehmer. Wir machen heute unser drittes Videoforum im Rahmen des Projekts Imagine STEM. On tiendra aujourd'hui notre troisième vidéoforum et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Kahn, qui représente l'association Accueil Epilepsie Grand Est. Es ist eine sehr große Freude für uns, Herrn Philipp Kahn zu begrüßen. On commencera avec deux diapos sur le projet. Alors donc, notre projet Imagine STEM Upper Rhine est un projet destiné à rechercher, à mettre à point l'imagerie dans l'épilepsie associée à l'handicap, afin d'améliorer la prise en charge et notamment la médecine personnalisée par la stimulation épicrânienne. Unser Projekt hat zum Ziel, die Bildgebung für Epilepsien, die mit Behinderungen assoziiert sind, zu optimisieren, um eine personalisierte Medizin via epikranioler Hirnstimulation anzubieten. Und in diesem Rahmen halten wir Videoforen ab, die dazu dienen, die Grundlagenforschung hin zur Gesellschaft und zur Industrie zu bringen. Das ist ein deutsch-französisches Forum zur Diskussion über neue wissenschaftliche Ergebnisse. Und wir freuen uns sehr über Anregungen von Patienten und Patientinnen für unsere Arbeit. Donc, nous tenons ces vidéoforums. Dans ce cadre-là, il s'agit de transférer les résultats de la recherche fondamentale vers la société et l'industrie. Et donc, c'est un forum franco-allemand pour discuter de nouveaux résultats de la thérapie et de partage d'expériences. Et donc, je vous prie de bien vouloir couper vos micros. Et donc, la discussion tout à la fin ne sera pas enregistrée. Merci. Et c'est alors un grand plaisir d'accueillir Philippe Philippe Kahn. Kahn. Et Et il est un fait que on innove aujourd'hui parce qu'on est dans la même salle et on a eu l'occasion déjà d'échanger en amont. Je coupe désormais mon Mikro und ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Philipp Kahn von der Association Accueil Epilepsie Grand Est, der uns über Epilepsien und Behinderungen berichten wird. bonjour. Ah, voilà, on me voit très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Philippe Kahn. Je suis le père d'un monsieur atteint d'une forme d'épilepsie très sévère. Bon, euh, et qui est en établissement spécialisé. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique épilepsie et handicap chez la personne adulte. Alors, le handicap épileptique entre les crises, ce qu'on appelle la phase intercritique. Donc, on a des troubles cognitifs, des déficiences intellectuelles, des troubles psychiques, des troubles moteurs, des troubles sensoriels, une grande fatigabilité et l'asthénie, une fatigue chronique, les effets secondaires des traitements. Donc, tout ça peut évidemment, on peut en avoir seulement certains, ou ces troubles peuvent évidemment s'additionner chez une même personne. Alors, la déficience cognitive en épilepsie, c'est la déficience la plus fréquente en termes de handicap. Ça concerne la mémoire, donc une altération de la mémoire, une altération de la volonté, une altération du langage, une altération des acquis, une altération de l'exécution d'une action et des fonctions exécutives, une altération de la perception, une altération de la prise de décision, une altération de la volonté, du raisonnement, de l'intelligibilité et de la parole, de la libido et de l'inhibition, avec des troubles associés parfois très graves, très sérieux, des apprentissages, de l'attention, du raisonnement,
de l'autonomie, des émotions. Alors là aussi, bien sûr, ces altérations, c'est pas forcément toute la liste chez une seule et même personne, mais comme vous le savez sans doute, il existe plus de 100 formes différentes d'épilepsie, avec autant de différences d'une personne à une autre. C'est, comme on le sait, une pathologie, une maladie extrêmement diversifiée. Il n'y a pas deux personnes qui ont qui ont une épilepsie identique. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la déficience cognitive, elle est très mal prise en compte en France en termes de handicap. Euh, le handicap moteur, tout le monde connaît, les personnes qui sont en fauteuil, on connaît les personnes qui ont des handicaps sensoriels, qui sont aveugles, qui sont sourds, des handicaps du trouble du neurodéveloppement, avec l'autisme, etc. Mais la déficience cognitive est très très mal prise en compte, elle est très mal évaluée. Elle n'est pas représentée. Et d'ailleurs, en France, alors en Allemagne, je ne sais pas, mais en France, on a des pictogrammes. Hein, il y a des pictogrammes pour toutes les déficiences, tous les handicaps, sauf le handicap cognitif. Là, il n'y a absolument aucun pictogramme qui existe. Et une Pardon, et juste la désorientation dans l'espace, les désorientations temporelles du YouTube. Alors, les déficiences qui sont liées, les déficiences propres à l'épilepsie, quels sont les risques? Les risques de chute brutale, perte du sens du danger, risque de désorientation dans l'espace, de comportements involontaires et ou inappropriés, des états confusionnels, et dans le domaine professionnel, des erreurs qui représentent un coût pour l'employeur, des déficiences cognitives, une grande lenteur, c'est vraiment une espèce de... C'est c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, le plus fréquemment en tout cas, et pour toujours dans le monde du travail, une faible productivité. Alors, qu'est-ce que c'est le handicap créé par une épilepsie? Le handicap en épilepsie est, en France en tout cas, une donnée récente. Pendant très longtemps, il a été nié. Et c'est le travail des associations. Hein, ah oui, pardon. Et, oui, et c'est le travail des associations. On s'est beaucoup battu pour faire reconnaître le handicap spécifique à une épilepsie. Ça a été une longue lutte. On y arrive petit à petit. Alors, c'est quoi le handicap créé par une épilepsie? Ben, ce sont des déficiences permanentes qui sont dues à l'épilepsie. On vient d'en parler. Ça peut être la maladie, consécutif à une maladie, un traumatisme, une lésion, et, et souvent avec des handicaps associés. Des déficiences qui sont dues aux effets secondaires des médicaments, des traitements, et parfois les effets secondaires sont très lourds. Un déficit temporaire et imprévisible lié à la crise, c'est-à-dire que pendant que la personne est en crise, bien entendu, elle est en quelque sorte déconnectée du monde. Des restrictions permanentes pour se protéger et pour protéger les autres du risque de mise en danger de la personne ou de tiers lors d'une crise. Et il est très important ce qu'on a fait valoir, on s'est beaucoup battu pour faire valoir que être empêché de faire à cause du risque, c'est équivalent à ne pas avoir la capacité de faire. Et le handicap épileptique, c'est la conjonction des déficiences permanentes et du déficit temporaire lié aux crises d'épilepsie. Alors, les déficiences liées à l'épilepsie ont été classées en trois catégories. Des crises qui perturbent peu l'activité, catégorie 1, donc des personnes qui vont avoir une vie tout à fait normale, ordinaire, une vie sociale, une vie professionnelle sans beaucoup de troubles, encore que en matière professionnelle, il y a quand même des restrictions. Des crises qui perturbent l'activité, avec une réduction momentanée des capacités, une grande fatigabilité, une lenteur, une interdiction d'activité ou de surveillance obligatoire compte tenu du risque de crise. Et une troisième catégorie, des crises avec risque de morbidité, de mortalité et perturbant très fortement l'activité, un handicap épileptique sévère. Alors on va détailler. Donc ces déficiences qui sont liées à l'épilepsie. Donc voici un tableau. Donc sur la colonne de gauche, une épilepsie légère, une épilepsie moyenne, une épilepsie sévère. Euh,
avec des déficiences permanentes qui peuvent être nulles ou légères, moyennes ou sévères. Des crises qui perturbent peu, qui perturbent l'activité, plus ou moins, et avec une mortalité, une morbidité accompagnée. Alors, dans le tableau, quand la crise perturbe peu, que les déficiences permanentes sont inexistantes ou légères, le plus problématique, c'est de faire tomber les tabous, parce que la crise épileptique est encore perçue comme quelque chose de euh, inquiétant, on va dire ça comme ça, et sans vouloir aller plus avant. Et faire tomber également les tabous dans le monde médico-social, voilà, ça c'est quand la crise perturbe peu. Quand elle perturbe davantage l'activité, la vie à domicile ne peut pas se faire seule, la personne a besoin d'être accompagnée, mais elle peut rester chez elle. Ou bien l'épilepsie légère, il y a des établissements médico-sociaux non spécialisés en épilepsie, avec un projet de vie d'accompagnement adapté à l'épilepsie, s'il y a d'autres déficiences qui accompagnent l'épilepsie. Dans un cas, un cas un peu plus lourd, il faut pour des enfants un enseignement adapté, pour des adultes un poste professionnel protégé, des périodes critiques où l'épilepsie est instable, un établissement médico-social spécialisé en épilepsie, toujours dans les cas de crise légère. Et enfin, et, quand il y a un risque de mortalité, de morbidité, il faut un établissement médico-social spécialisé en épilepsie. Et plus l'épilepsie est sévère, plus on a besoin d'un établissement médico-social adapté à la déficience la plus lourde et un accompagnement renforcé pour les autres déficiences. Donc, quand on a un adulte qui n'a pas de déficience permanente, l'épilepsie peut quand même impacter la vie sociale et professionnelle parce que il peut y avoir des difficultés cognitives qui sont, on en a parlé, hein, spécifiques à l'épilepsie, particulièrement tout ce qui est du domaine du ralentissement, une grande fatigabilité, donc il faut un rythme de vie à respecter, il y a des périodes plus ou moins difficiles, des difficultés avec les autres, avec l'employeur, des non-dits, de l'incompréhension, une difficulté à s'exprimer, parfois à faire comprendre aussi ce que la personne traverse lorsqu'elle est en crise, une estime de soi qui est souvent détériorée et qui peut conduire à la dépression. Et à ce sujet, c'est intéressant de noter que l'épilepsie, à une époque, était considérée presque comme un trouble psychiatrique. Alors maintenant, on sait que c'est plus du tout le cas depuis un certain nombre d'années, que c'est un trouble neurologique, mais à ce trouble neurologique s'additionnent très souvent des comorbidités psychiatriques. Et donc, il faut, les deux éléments sont à prendre en compte. Et s'il y a un risque de morbidité, ben, la difficulté de la personne à vivre sans aidant pour assurer sa sécurité. On peut faire une crise tout seul sur la voie publique avec la nécessité de faire appel à des pompiers ou des urgences hospitalières. Un risque pour soi, un risque pour les autres, des professions interdites, le permis de conduire qui est interdit. Et si on ne prend pas en compte dont je viens de parler, donc, et qu'on considère que finalement, c'est pas si grave que ça, voilà, on fait avec, et ben malheureusement, ça peut conduire souvent au chômage, à l'invalidité, à la désocialisation et à la morbidité. Alors, qu'est-ce que c'est le handicap épileptique dans les épilepsies sévères? Donc, l'épilepsie sévère est maintenant un handicap bien défini dans la loi française. Ça a pris du temps, je ne sais pas en Allemagne, mais en France, ça a pris beaucoup de temps. Une épilepsie sévère, une épilepsie pharmacorésistante, c'est-à-dire que les traitements ont peu ou pas d'effet, qui est donc non stabilisé, qui implique que la personne fait des crises à un rythme assez régulier, dont les crises et les troubles associés réduisent significativement la possibilité pour la personne de mobiliser ses compétences, qu'elles soient mentales, cognitives, psychiques, sensorielles ou motrices. Évidemment, suivant les personnes, ça peut être une de ces catégories ou plusieurs catégories ensemble. Par ailleurs, ces crises peuvent induire un risque vital pour lequel la personne ne peut pas prévenir le secours. Donc, pour des adultes qui ont des déficiences permanentes et qui ont besoin d'un accueil en établissement médico-social spécialisé,
L'épilepsie peut compliquer l'accueil en établissement médico-social en France, en tout cas. En Allemagne, je ne sais pas si c'est la même, si l'organisation est peut-être différente. Mais si on est dans un établissement médico-social non spécialisé en épilepsie, ben, la personne épileptique, elle est très fatiguée. Elle est beaucoup, beaucoup plus fatiguée que ses petits camarades. Donc, il y a un rythme de vie à respecter, un rythme assez lent. Il y a des périodes qui sont phases, des périodes qui sont plus difficiles. Un décalage avec le groupe, parce que ben, quand la personne elle fait une crise le matin, qu'elle est obligée de rester dans sa chambre, que la période post-ictale, la période après la crise est compliquée, ben, ça modifie les activités dans l'établissement. Il faut la protéger du risque et mobiliser les compétences. Un problème d'estime de soi, un problème de dépression, donc donc aux troubles psychiatriques, psychiques et psychiatriques qui sont associés et souvent des troubles du comportement qui peuvent être très sérieux et avoir des conséquences importantes dans une vie en groupe. Et s'il y a un risque de morbidité, voire même de mortalité, euh, c'est très difficile de faire la part entre l'intimité et la sécurité. C'est vraiment, quand on parle de personnes en établissement médico-social, c'est un problème qui est permanent. Jusqu'où doit-on aller dans la sécurité de la personne au détriment de son intimité? Et c'est vraiment un des points, alors je peux en parler plus longuement maintenant, mais c'est quelque chose sur quoi nous, l'association, on s'est battu, on se bat énormément tout le temps, parce que au nom de la sécurité, on pénètre dans l'intimité des gens et c'est vraiment, je trouve ça souvent insupportable. Mais c'est peut-être un sujet à part qu'on pourrait traiter. Euh, et un risque d'état de mal. Alors évidemment, si la personne, en plus, a des crises d'épilepsie qui peuvent partir en boucle ou des crises qui peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes, risque d'état de mal qui nécessite des gestes infirmiers, ça pose des problèmes quasiment insolubles dans un établissement médico-social non spécialisé en épilepsie. Et évidemment, le suivi de la maladie, le suivi de l'épilepsie. Alors en France, pour des adultes qui ont des déficiences permanentes et qui induisent un handicap épileptique grave, sérieux, et qui ne peuvent pas rester à domicile, même avec un accompagnement à domicile, ce qui existe aussi dans certaines mesures. Il existe donc des réponses spécifiques. Euh, D'abord, pour une personne qui a une autonomie, qui a quand même une bonne autonomie malgré son épilepsie, elle peut travailler parfois en ESAT, c'est-à-dire un établissement de travail adapté. Il y en a du travail protégé dans le département de la Drôme, la TEP, qui est un grand centre en épilepsie en France à l'échelle nationale. De la même manière aussi, dans l'Orne, à Mortagne-au-Perche, c'est également un recrutement national. Il y a un établissement du travail Créteil, un hôpital de jour aussi à Créteil, 20 places dans un ESAT à Maxéville, c'est dans Meurthe-et-Moselle, et 10 places à Eguisheim, où j'avais participé à la création de ces 10 places dans l'ESAT d'Eguisheim. Des lieux de vie, alors adapter le projet de vie et le projet d'établissement, soigner, sécuriser, former l'équipe, adapter les locaux. Des lieux de vie, alors des foyers d'accueil médicalisés et des maisons d'accueil spécialisées à la TEP, donc on vient d'en parler, qui est un énorme centre d'accueil de personnes avec une épilepsie, un handicap épileptique sévère. De la même manière, à Mortagne-au-Perche aussi, on en a parlé, également foyer d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée. Un foyer d'accueil médicalisé à Bron, c'est en Bretagne. Le foyer d'accueil médicalisé des Quatre Jardins se trouve dans l'Isère, proche de Grenoble. Le foyer d'accueil médicalisé Les Sorts, qui est à Fontenay-les-Brises, où se trouve mon fils, ce qui est loin de l'Alsace. Et la maison d'accueil spécialisée de Dommartin-les-Toules et la maison d'accueil spécialisée de Cernay, ça, ce sont ces deux structures. On a directement contribué à la création. La maison d'accueil spécialisée de Dommartin-les-Toules, c'est Accueil Épilepsie Lorraine, alors, avant, maintenant devenu Accueil Épilepsie Grand Est, qui était à l'origine de ce projet, et on l'a mené jusqu'au bout. Et on a également été sollicité pour piloter 10 places de maison d'accueil spécialisées à Cernay, c'est dans le Haut-Rhin, pas très loin de Mulhouse, spécialisées en épilepsie. Et enfin, des aides à domicile. Alors, on peut avoir une prestation de compensation du handicap, PCH aide humaine,
qui peut aider à rester à son domicile, des aides au transport, des aides pour aménager l'habitat, un accueil temporaire. Alors ça, on l'a dans beaucoup de foyers d'accueil médicalisé, Quatre Jardins près de Grenoble, Bronze donc en Bretagne, Mortagne, mais aussi celui de l'Essor d'ailleurs à Fontenay-les-Brie, et un SAMSA qui est alors c'est une structure plus légère d'accompagnement des personnes qui restent à leur domicile, mais qui c'est un établissement médico-social qui aide les personnes à domicile et dont le centre se trouve à Flavigny-sur-Moselle. Alors, je voudrais rajouter, ça c'est pas dans le, c'est pas dans le PowerPoint, que ce nombre de structures est notoirement insuffisant, qu'il y a des zones entières en France où il n'y a rien du tout. On se bat dans le sud de la France, par exemple, nos amis de Marseille, de Marseille à Nice, il n'y a rien du tout. Euh, alors, je ne connais pas très bien la situation en Allemagne, on connaît très bien Cork, qui est proche de Strasbourg, à Kehl, qui était énorme, un centre gigantesque, peut-être le plus grand d'Europe, je crois. Mais dans le reste de l'Allemagne, je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Mais en France, on a beaucoup de lacunes. On se bat sans arrêt pour augmenter l'accueil des personnes souffrant d'une épilepsie très sévère avec des handicaps très lourds qui les accompagnent, des handicaps associés parfois très lourds. Mais la structure de décision a changé en France. Quand j'ai commencé à être un militant associatif, c'était nous, les associations, qui étions porteuses de projets, donc on les proposait aux autorités. Mais maintenant, le système a complètement changé. C'est uniquement en France les agences régionales de santé, l'ARS, qui est décisionnaire dans le nombre de places créées en établissement. Pour des raisons budgétaires, on le réduit au maximum. Et donc, ce que l'on cherche maintenant plus à faire, c'est non plus de créer de nouveaux établissements, parce que ça, on n'y arrive pas. On essaye parfois d'avoir une extension dans un établissement médico-social non spécialisé en épilepsie, mais dans lequel, comme à Cernay, on a réussi à faire créer 10 places fléchées épilepsie sévère. Et autrement, et c'est là où on a beaucoup de travail, former, informer et former dans des établissements non spécialisés, formés à l'épilepsie. Et c'est extrêmement complexe, mais bon, il ne faut pas être trop pessimiste non plus parce qu'il y a une écoute, il y a une demande, il y a une écoute, et on est toujours bien accueilli quand on le propose. Alors, accompagner la personne handicapée épileptique dans son parcours, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Eh bien, la connaissance sur le handicap par les professionnels médicaux. Le handicap épileptique était totalement méconnu. Notre association Accueil Épilepsie Grand Est s'est battue pour faire reconnaître le handicap épileptique à l'échelle d'autres régions Grand Est, mais nos amis d'autres régions effectuent le même travail. À l'échelle nationale, c'est compliqué, mais on espère pouvoir avancer. Oui, il y a une méconnaissance de l'épilepsie, une méconnaissance du handicap épileptique spécifique. Euh, voilà, que ce soit par les professionnels médicaux, dans l'éducation nationale, on a des problèmes énormes avec les enfants au milieu scolaire, et évidemment de l'épilepsie dans les établissements médico-sociaux qui sont très demandeurs, alors pour le coup, de formation et d'aide. L'accompagnement dans la vie quotidienne de la personne épileptique dès que le diagnostic est posé et lorsque le handicap s'aggrave et aux différentes étapes de la vie avec des ruptures de parcours souvent qui sont très complexes. L'évaluation, donc comment évaluer le handicap épileptique, sachant que ce qu'on appelle en France le GEVA, G-E-V-A, qui est l'outil d'évaluation des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, n'était pas du tout conçu, mais absolument pas conçu pour le handicap, déjà pour le handicap cognitif en général, le handicap épileptique en particulier. Donc là aussi, c'est un énorme travail, mais je vous donnerai des pistes, je vous présenterai des pistes tout à l'heure. Donc c'est très difficile à évaluer. Et comme c'est difficile à évaluer, eh ben, c'est difficile aussi à compenser. Donc, ouais, c'est un long travail. Nous aussi, en tant qu'association, on est aussi partenaire des MDPH pour faire prendre en compte le handicap épileptique, sa bonne évaluation et sa bonne compensation. L'organisation des services de soins et d'accompagnement pour répondre aux besoins de la personne dans sa vie quotidienne, sachant que, comme on l'a dit, on a parlé de foyers d'accueil médicalisés, de maisons d'accueil spécialisés, qui sont des établissements très lourds, hein, où la personne est vraiment 365 jours presque, enfin 24 heures sur 24 pendant toute l'année
Parfois, c'est l'accueil de jour, mais souvent, c'est un accueil complet. Par contre, dans les structures moins lourdes et dont on a énormément besoin pour que la personne épileptique puisse rester à son domicile, mais qu'elle ait une aide, avec un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, par exemple, il y en a très peu. Ils sont très mal formés, très peu formés, très mal formés. Et là, il y a un travail gigantesque. Et quand ils existent, ils sont pas bons. J'en ai un exemple à Nancy, avec nos amis des traumatisés crâniens. On travaille beaucoup avec les traumatisés crâniens parce qu'il y a souvent beaucoup d'épilepsie associée. Et ils ont créé leur propre service d'accompagnement à la vie sociale, tellement les autres n'étaient pas bons dans la prise en compte de ce qu'on appelle. Alors, faut pas oublier que, j'ai oublié de dire que le handicap épileptique, c'est un handicap invisible. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Une personne épileptique, on peut voir si elle a des troubles associés, notamment des déficiences intellectuelles. Ça peut se voir, entre guillemets, sur la personne. Bon, c'était un choc pour moi. J'étais un jour avec mon fils, il avait 16 ans à Paris, un grand magasin, et je ne me rendais pas compte. Et on était en train de choisir quelque chose, et une personne est proche de moi, il me dit, c'est votre fils, la personne avec la déficience intellectuelle qui est là, alors qu'à l'époque, il était encore quelqu'un assez auto, il avait une bonne autonomie, on va dire encore à cette époque-là. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est très très difficile à gérer, à accompagner. Et puis l'anticipation et la gestion des ruptures de parcours de vie lorsqu'il y a une aggravation du handicap, sachant que l'épilepsie est évolutive. On ne sait pas. Aujourd'hui, elle est comme ça, demain, elle est autre. Alors, un petit mot sur la prestation de compensation du handicap. En France, donc, quand on s'adresse à une maison départementale des personnes handicapées, une MDPH, la commission va mesurer les déficiences pour évaluer le handicap et la compensation nécessaire. Et on va prendre en compte le déficit temporaire lié à la crise, les restrictions permanentes pour protéger du risque et qui souvent ne sont pas ou mal mesurées. Et les MDPH en France ne sont pas toujours formés au handicap épilepsie. Elles méconnaissent souvent les moyens de le compenser. Alors, juste un tout petit mot pour dire qu'en bas à droite, vous avez une adresse de site web, donc efa.epilepsie avec un s.fr. Vous trouverez beaucoup d'informations. Et je termine avec juste la situation de l'emploi des personnes épileptiques. Donc, 70% des personnes épileptiques travaillent. Donc, malgré l'épilepsie, elles travaillent. Enfin, en tout cas, ou au moins, elles cherchent du travail, parce que le chômage est plus important que dans la moyenne de la population. La moitié des personnes épileptiques qui travaillent rencontrent des difficultés au travail en raison de leur épilepsie. Et l'emploi est en moyenne de qualification inférieure, plus de 70% d'ouvriers ou d'employés, sachant que le sujet épilepsie et travail, c'est en soi un sujet qu'on pourra traiter, parce que c'est un sujet très important. Alors, je voudrais juste un dernier mot avant qu'on coupe l'enregistrement, pour dire que toutes les personnes qui verront cette présentation peuvent prendre contact avec moi si elles le souhaitent. À titre personnel, l'association Accueil Épilepsie Grand Est elle est là pour aider les gens dans leurs difficultés administratives, particulièrement. Voilà, donc, alors je ne vais pas noter là, mais comment est-ce que je pourrais faire pour noter l'adresse On va la mettre sur le site. On la mettra sur le site. On la mettra sur le site. Voilà. Merci.